Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler ensemble de quoi faire au rucher à partir de la mi-juillet pour préparer un bon hivernage à nos abeilles, à nos colonies. Mais écoutez, si ce n'est pas toujours fait, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Allez, je lance une page d'intro et je vous retrouve. A tout de suite. Nous arrivons en fin juillet. Pour la plupart des apiculteurs, la saison apicole est finie, hein. Les grosses récoltes sont terminées. Le miel que nous récoltons pour consommer nous-mêmes ou pour vendre a été fait. Pour certains, c'est pas encore fini, mais ça ne va pas tarder. Donc, surtout cette année qui a été pour la majorité des apiculteurs une mauvaise année, voire une très mauvaise année, hein. Moi, ce que je vous conseille à faire, c'est de faire votre traitement contre le varroa. Pourquoi le faire aussitôt ? Pour deux raisons. La première, c'est que les reines commencent à pondre les abeilles qui doivent vivre tout l'hiver. Les abeilles qui vivent entre 5-6 mois. Et il est préférable qu'elle soit le moins infestée de varroa pour qu'elle puisse s'occuper de la colonie correctement et pour que la colonie puisse vivre et se développer en arrivant au printemps. Alors le varroa en deux mots, hein, on ne va pas y revenir, vous avez des épisodes, j'en ai un, je vous mettrai le lien ici en haut. Le varroa, c'est quoi ? Il y a le varroa destructor. Le varroa destructor, c'est le parasite. Et le varroa, c'est un parasite que vous voyez sur le dos d'une abeille et se nourrit de son sang. Je dis son sang, mais c'est pas son sang. Et des matières grasses aussi de l'abeille. Et ensuite, il y a le varroa destructor. Le varroa destructor, c'est celui-là que vous retrouvez à l'intérieur des larves. Il rentre à l'intérieur, après les abeilles operculent et lui attaque de suite la larve et commence déjà à y prélever des matières grasses et aussi de son sang. C'est pour ça que les abeilles qui naissent avec le parasite qui est dans la larve sont affaiblies à la naissance. C'est-à-dire qu'elles sont moins lourdes et vivent moins lourdes parce qu'il leur manque de la matière grasse. Bon, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je dirais que de mémoire, c'est à peu près 10-20%. Et elles vont vivre moins longtemps. La perte qu'elles ont due au varroa qui rentrait dans la larve, elles ne vont jamais le récupérer. C'est pour ça que si vous traitez de bonne heure, vous avez plus de chances d'avoir une colonie qui va être robuste, qui va pouvoir affronter l'hiver et qui va arriver au printemps. C'est pour cela que je vous conseille, hein, c'est qu'un conseil, hein, je vous conseille d'attaquer votre traitement. Alors traiter avec quoi ? Chacun est libre de traiter avec les produits qu'il désire. Vous avez des produits qu'ils ont eu l'AMM. Chacun est libre de faire son choix. Il y a des produits bio, il y a des produits qui ne sont pas bio, etc. Mais tout le monde va trouver quelque chose qui correspond à son apiculture, hein. Moi, je traite d'une façon, c'est pas de la façon que je traite qui est la meilleure, hein. Pour moi, elle me va bien sur le nombre de ruches que j'ai, sur le temps que je peux y passer, mais qui ne va pas correspondre à vous, etc., etc. Donc là-dessus, allez-y, regardez ce qui existe, n'hésitez pas à vous renseigner. Faites quand même attention au forum, hein. Quand je dis faites attention au forum, c'est aux chaînes, quoi, et la mienne en fait partie aussi, hein. Quelqu'un qui décrit trop un produit qui a eu l'AMM, il faut quand même être sûr que la personne qui le déconseille fortement n'ait pas fait une erreur d'utilisation. C'est des choses qui peuvent arriver. Après, je ne dis pas que tous les produits sont bons. Théoriquement, oui.
théoriquement oui. Après moi je les ai pas tous essayés, donc je sais pas. J'ai utilisé, j'ai les produits qui me conviennent, que j'ai pris l'habitude d'utiliser, et j'utilise toujours les mêmes. J'utilise 2 molécules différentes parce qu'il ne faut pas rester toujours sur la même molécule, parce que les colonies s'habituent, et c'est bien de passer d'une molécule à l'autre, comme ça vous avez des traitements qui sont meilleurs. Après, il faut savoir aussi que si votre ruche est infestée de varroa, si vous ne faites qu'un traitement avec n'importe quel produit, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de produits qui vont tuer 100% de varroa. Alors, un produit qui arrive à éradiquer 90% de varroa sur 60 000 abeilles, il va en rester énormément. Si vous avez pas 60 000 varroas, autant de varroas que d'abeilles, mais vous avez que 30 000 varroas dans une ruche, si vous en enlèvez 90%, ça vous fait la moitié moins. Ensuite, il faut refaire des contrôles pour être sûr que le traitement a bien fonctionné. Alors quand je dis bien fonctionné, je ne mets pas en doute le traitement qu'a eu l'AMM, mais est-ce que nous, quand on l'a utilisé, on n'était pas saturé de varroa, et lui, il en a bien détruit 90%, mais 90% de 60 ou de 100 000, à la sortie, il en reste toujours trop. Donc il faut retraiter pour arriver à faire baisser ce seuil. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter. Une fois que le traitement est fini, vous laissez passer une quinzaine de jours et vous refaites un contrôle de chute naturelle de varroa. Une fois que vous l'avez fait, vous le faites 2 fois le contrôle de chute naturelle de varroa pour être sûr, et vous voyez si vous devez retraiter toutes vos ruches ou que certaines colonies. Parce que le traitement, une fois que vous avez fait un traitement, il ne faut pas s'amuser à traiter tout systématiquement. C'est comme quand nous on est malade, qu'on utilise des antibiotiques, on ne prend pas des antibiotiques à la suite. Donc là, je fais un parallèle un peu simpliste, mais il faut faire aussi attention à ça. D'accord ? Donc là-dessus, faites bien attention à ce qui est recommandé, à combien vous avez de varroa dans vos ruches, et de bien suivre ça. Si vous faites un traitement maintenant, vous pouvez revérifier en automne, et vous pouvez faire un dernier traitement en décembre. En règle générale, sur beaucoup de régions en France, nous avons une fenêtre de tir d'1 semaine qui nous laisse le temps de pouvoir ouvrir les ruches, faire un traitement, de refermer. Quand je dis 1 semaine, c'est qu'on a une semaine en général qui est souvent plus douce. Donc il faut en profiter à ce moment-là pour être sûr des ruches qu'il faut traiter. Et quand ça sera adouci, on traite. Après, il passe janvier, février. Nous, à partir de mars, dans la région sud-est, c'est bon, on ouvre les ruches. Il n'y a pas de souci, hormis certains jours. On est quand même lié aux conditions climatiques comme tout le monde. Mais on a quand même beaucoup plus de facilité pour pouvoir faire les traitements et faire ces suivis. Donc voilà pour le varroa. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de réduire votre colonie. Alors, quand je dis réduire votre colonie, c'est quoi ? C'est-à-dire que si vous avez des ruches 10 cadres et vous avez une colonie qui est sur 10 cadres, je vous conseille fortement de l'hiverner sur 8 ou 7 cadres. 7 cadres, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que de toute façon, vous n'allez pas avoir tous les cadres qui vont être pleins tout l'hiver d'abeilles. Donc après, vous allez créer des espaces au sein de votre colonie qui vont avoir du mal à chauffer. Il va y avoir une grosse déperdition de chaleur où la colonie va avoir beaucoup de trajets à faire pour aller chercher de la nourriture. Donc il faut organiser au mieux. C'est-à-dire que sur la rive, sur les rives, d'un côté ou de l'autre, vous devez avoir nourriture. Donc nourriture, c'est quoi ? C'est miel, pollen. Et ensuite, à l'intérieur, vous devez avoir les cadres de couvain, et toujours avec aussi de la nourriture. Voilà les cadres que vous devez privilégier pour monter votre ruche d'hivernage.
Alors vous allez me dire, si je retire 2-3 cadres par ruche, j'ai 5 ruches, qu'est-ce que je fais de tous ces cadres? Ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec les cadres que vous allez récupérer, qui vont avoir de la nourriture, qui vont avoir du couvain, vous pouvez créer de nouvelles ruches. Ou renforcer des colonies qui sont trop faibles, pour au moins démarrer l'hiver sur des colonies qui soient identiques. Donc, si vous faites des ruches supplémentaires, si vous avez 5 ruches, vous enlevez 3 cadres par ruche, ça vous fait 15, vous pouvez faire encore 2 ruches supplémentaires. Parce que vous avez de la nourriture et du couvain. Vous avez juste à introduire une reine fécondée qui démarre la ponte dès que vous allez la mettre. Il ne faut pas laisser les seins créer une reine et ensuite la reine va faire son nuptial, va se faire féconder, revenir, etc. Il va se passer plus de mois ou un mois et ça sera trop tard. Donc voilà ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire augmenter votre cheptel en fin de saison. Et les nouvelles ruches que vous allez les faire aussi sur 7 cadres. On a pris l'exemple de 5 contre 15. Vous allez faire une sur 7 cadres et une sur 8 cadres. Et là, ça ne vous pose pas de problème. Elle doit passer l'hiver normalement. Ou, comme je vous ai aussi dit, vous pouvez bien équilibrer vos colonies pour qu'elles soient toutes sur 7 ou 8 cadres identiques. Comme ça, elles ont plus de chances à passer l'hiver. Le second avantage d'avoir retiré des cadres sur vos ruches, c'est que l'année prochaine, quand vous allez avoir le démarrage de ponte, que vous allez de nouveau, à partir du printemps, réintroduire des cadres dans votre ruche, vous aurez la place déjà de libre pour mettre des nouveaux cadres. Donc vous allez faire votre rotation et votre changement de cadre, ça va se faire naturellement. Donc ça, c'est pas aussi négligeable, ça vous évite de chaque année d'avoir c'est pas un gros souci, mais c'est toujours embêtant de retirer de sa ruche des cadres avec de la nourriture ou du couvain pour mettre des nouveaux cadres, etc. C'est toujours ennuyeux. Ça se fait beaucoup plus facilement quand ces cadres, vous les utilisez pour faire des ruches supplémentaires. Là-dessus, ça se fait beaucoup mieux. Le troisième conseil que je peux vous donner, là on va rentrer dans la période où le frelon asiatique va faire son apparition. Il a déjà fait son apparition dans certaines régions. Il va se nourrir de plus en plus de protéines, pas lui mais ses larves vont se nourrir de plus en plus de protéines. Donc une ruche pour lui est source de protéines. Il attrape les abeilles, il les découpe, il amène les protéines à l'intérieur de son nid et il nourrit ses larves. Il faut savoir que s'il y a un nid de frelon asiatique qui est pas loin de votre rucher, ça peut détruire une ruche en très peu de temps. Si ça ne vous la détruit pas, ça va forcément vous l'affaiblir. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les abeilles qu'il va prélever, ça va être des butineuses. Donc votre ruche va avoir de moins en moins de ressources qui va rentrer naturellement puisqu'il aura fait un prélèvement de butineuses. En plus, ça stresse aussi la ruche, donc la reine pond de moins en moins, les nourritures qui rentrent moins, et le stress. Donc la ruche va s'affaiblir doublement. Premièrement, la nourriture, et deuxièmement, par la ponte. Donc ce que l'abeille ne va pas pondre maintenant, c'est les abeilles d'hiver qui va manquer. Et s'il manque les abeilles d'hiver, la colonie ne va pas arriver à chauffer bien le couvain, ou va s'épuiser à le chauffer et mourir. Ou va mourir par manque de réserve. La grappe a diminué, elle est sur 2 cadres, la nourriture est à 2 ou 3 cadres à côté,
le couvain, s'il fait vraiment froid, ne va pas pouvoir se déplacer pour aller chercher la nourriture. Ça va mourir de faim parce qu'il va continuer à vouloir chauffer le couvain pour que la colonie puisse vivre, alors qu'il y a de la nourriture juste à côté. Donc bien faire attention aussi au frelon asiatique. Après, le frelon asiatique, on n'a pas de traitement comme le varroa. Chacun bricole ses pièges dans son côté. Alors, bien sûr, il y a les pièges bouteilles, il y a la muselière, il y a la harpe, il en existe énormément. Il y a le piège type cheval de Troie, etc. Là aussi, hop, je vous mettrai en haut un petit rappel de tout ce qui peut exister, pas tout, parce que j'ai pas dû tout mettre, des pièges qui peuvent exister. Comme d'habitude, je ne vais pas vous dire il faut utiliser la muselière, ça c'est l'idéal, le reste ça ne marche pas. Tous les pièges fonctionnent. Vous pouvez discuter avec n'importe quel apiculteur, le piège qu'il utilise fonctionne. Mais tous les pièges fonctionnent à une certaine période et pas à l'autre. Parce que le régime alimentaire du frelon asiatique change rapidement. Et ce qui marche chez vous ne marchera peut-être pas 10 km à côté parce que tous les nids n'arrivent pas au même taux de maturité au même moment. Donc il suffit qu'il y ait un décalage de 15 jours, 3 semaines pour que votre piège fonctionne et chez le voisin, il ne fonctionnera pas. Donc n'hésitez pas à changer, c'est surtout mettre beaucoup d'appâts différents. Plus vous mettez des appâts, plus vous avez de chance. Si vous mettez beaucoup d'appâts, vous allez mettre beaucoup de pièges aussi, effectivement. Mais vous avez plus de chances de piéger les frelons. Donc voilà, tous les conseils que je peux vous donner pour cette fin juillet. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.